Conférence issue de celle donnée le 12 avril 2023 à La Roche-Chalais. Le titre Louis Gendreau et le travail de mémoire du Périgord vert monte vers l'idéal, dénicher la lumière. Lisa Giraud-Taylor. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être présents aujourd'hui. Et donc ce soir, je suis très fière et très émue d'être là. Ce soir à La Roche-Chalais pour parler de Louis Gendreau, et je suis fière de la reconnaissance qu'il commence à avoir de nouveau. Alors, je vous expliquerai à la fin de cette conférence les 3 choses qui me manquent pour parfaire mon devoir de mémoire envers ce talentueux garçon. Mais je souhaite tout d'abord commencer par dédier cette conférence et mon intervention à Louis, justement, à mon amour du Périgord aussi, et à l'impulsion qu'il a donnée à ma modeste carrière de romancière et d'auteur, à l'impulsion qu'il a donnée à une petite fille dans le but de lui, je sais pas, dérouler une carrière, en tous les cas même modeste, mais il m'a donné une voie, il m'a tracé le chemin. Alors depuis mon enfance, je suis attachée donc au Périgord vert. Alors je sais que c'est très touristique, je suis désolée, oui, vert pour les bois et les prairies, mais aussi parce qu'une partie de ma famille maternelle est issue d'un triangle qui va de Saint-Amand-de-Montmoreau à Argentine, le village, hein, pas le pays, et à Saint-Martial-Viverolles. Donc c'est mon petit coin de terre du nord du Périgord, du nord-ouest du Périgord, et donc surtout à mon village de Saint-Martial-Viverolles, à qui j'ai consacré une monographie il y a maintenant 15 ans. Alors, il y a aussi eu cette tombe, simple pierre blanche, sans fioriture, portant une simple mention gravée « Louis Gendreau, mort pour la France » dans ce village. Donc, je suis issue en partie et où ma famille est présente depuis des générations. Alors, il faut quand même signaler que sur cette tombe, le graveur a quand même réussi l'exploit, de faire 2 fautes sur le même nom de famille à 2 endroits différents. Ah oui, non, mais là, il s'est dépassé. Voilà, donc il y aura une plaque qui va être apposée là, d'ici la mi-mai, une plaque normalisée, où il y aura juste écrit, entre guillemets juste, Louis-Joseph Gendreau, 1885-1915, lieutenant du 44e régiment d'infanterie, mort pour la France, poète et dramaturge. Voilà, parce que sur sa tombe-là, il n'y a rien d'autre que ce dont je viens de vous citer, ce que je viens de vous citer, et malheureusement, voilà, il y avait beaucoup de gens qui me posaient la question de qui il était, et d'autres qui visitent le cimetière et qui ne savent pas qui est Louis Gendreau. Donc maintenant, il y aura une plaque qui signifiera qu'il était un poète, un dramaturge, lieutenant, et qu'il est mort à la guerre donc de 14. Alors, Louis lui-même se définissait comme un Bordelais d'adoption, mais un Périgourdin de cœur, et moi je suis une Périgourdine de cœur et d'âme, et une Marseillaise d'adoption. Je suis donc mi-provençale, mi-Périgourdine. Oui, ça fait un bon ménage que la cuisine, hein. Oui, je sais. Voilà, donc ça fait un très bon mélange littéraire et culinaire. Mais je vais en revenir surtout à mon attachement avec Louis et avec le Périgord, puisqu'un après-midi, en fait, quand j'étais petite, on allait souvent au cimetière avec mes grands-parents, surtout avec ma grand-mère, et avec les femmes du village, et cette tombe m'intriguait beaucoup. Donc j'ai commencé à lui parler, parce qu'il n'y avait pas de fleurs, parce qu'il n'y avait rien. Donc moi je décidais qu'il y avait des fleurs. Donc ma grand-mère régulièrement me coupait un petit bouquet pour que je puisse mettre des fleurs sur cette tombe, puisque c'était pratiquement tous les soirs qu'on y allait. Et je me suis attachée à ce Louis Gendreau. Je ne savais pas qui il était. Et en grandissant, un jour, j'ai posé la question, et mon grand-père m'a dit, dans la bibliothèque, il doit avoir un truc de ce garçon, parce qu'il avait des terres à Saint-Martial, et je crois qu'on a quelque chose. Voilà. Donc je suis allée fouiller la bibliothèque familiale, et j'ai trouvé une revue où il y avait son nom,
en tant que rédacteur, et le recueil Le ciel dans l'eau, donc, qui avait été sorti à titre posthume avec une préface d'Edmond Rostand. Donc là, je suis véritablement tombée sur les fesses. Je l'ai lu, je suis tombée amoureuse de la plume du poète et du dramaturge. J'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche et j'ai trouvé quelques coïncidences entre nos deux vies, entre nos familles, notamment des possessions, des choses, etc. Et dans ce recueil-là, il y avait une dédicace qui prouvait que effectivement ça avait été un recueil qui avait été acheté par quelqu'un de ma famille, probablement mon arrière-grand-mère, qui était férue de littérature et qui achetait ça à quelqu'un de la famille de la maman de Louis Gendreau, qui était issue donc de Saint-Martial. Et Louis est devenu un vieux compagnon de route, un vieil ami, un comparse de cimetière. Et il m'a même donné l'envie d'écrire, donné l'envie de propager mes écrits, mes poèmes, mes romans, et de pouvoir être comme lui, d'avoir le cœur périgourdin et de pouvoir offrir, on va dire, à des lecteurs ma vision du Périgord. Après tout, on travaille ensemble depuis longtemps, en tous les cas, lui collé sur le mur, moi dessous la photo. On n'a que 85 années d'écart, donc c'était pas énorme et on pouvait très bien s'être croisés un jour. Et comme le souligne une personne de ma famille, il aurait été typiquement ton genre de garçon. Voilà, mais ça c'est pour la petite histoire. Alors je vais donc vous exposer l'univers artistique de Louis, l'influence d'Edmond Rostand et sa fin tragiquement et aussi poétiquement héroïque, et ainsi que son influence sur mon travail. Alors, mon travail de mémoire, ce que j'ai entrepris depuis l'adolescence, donc il y a plus de 3 décennies, même si ça ne se voit pas, si, je vous assure, pour mettre à l'honneur mon Périgord chéri, notamment le vers qui me tient tellement à cœur. Alors, la première partie s'intitule, comme vous voyez sur le diaporama, Louis, sa vie, son œuvre, son héritage. Alors Louis Gendreau, que j'appellerai donc Louis, parce que depuis le temps on est un petit peu intime, est né ici à La Roche-Chalais le vendredi 2 janvier 1885. Il est fils de Jean qui était horloger et de Marie Monique Pétroni. Ils se sont mariés à Saint-Martial-Viverolles, comme quoi, vous voyez, il y a une petite référence encore à ma vie. En 1881, Louis avait un frère de 2 ans son aîné, Louis également, puisque Louis, ça s'appelait Louis-Joseph Gendreau. Son frère sera surnommé très affectueusement et familièrement André, et il va décéder en 1980. Alors, la famille Gendreau vit donc ici à La Roche-Chalais jusqu'aux 6 ans de Louis, puis rejoint Bordeaux dans le cadre du travail du papa à partir de 1890. Alors, Louis va passer très régulièrement ses vacances en Dordogne et principalement ne va pas revenir à La Roche-Chalais, mais va passer ses vacances chez sa tante maternelle à Saint-Martial-Viverolles, au lieu-dit Le Bournay, avec son frère. Alors, un lieu-dit que je connais bien puisqu'il a été habité par mes grands-parents et où ma maman est née. Alors il se lie d'amitié avec, oui, comme je vous dis, il y a des similitudes entre moi et Louis Gendreau. Alors il se lie très vite avec les métayers de sa famille, qui étaient d'ailleurs ceux de la mienne, et dont il demandera très régulièrement des nouvelles dans ses lettres envoyées du front. Alors il fréquente dès son plus jeune âge l'école laïque à Bordeaux. Il est scolarisé, il n'a aucun souci dans sa scolarité, il est même assez brillant. Il va obtenir son baccalauréat en lettres et philosophie avec 2 langues vivantes mentionnées sur son livret scolaire, qui sont l'allemand et l'espagnol. Alors, parallèlement à la préparation de ses études et notamment du baccalauréat, il commence à écrire régulièrement et il écrit à cette période-là, en même temps que les révisions du bac, 2 pièces en vers qui sont Au clair de lune et L'échéance. Alors, il décide de passer ensuite le concours du surnuméraire DPTT en 1903, concours qu'il obtient avec d'excellentes notes et des appréciations dithyrambiques, et il est nommé ainsi donc surnuméraire DPTT à Étampes, donc dans la banlieue parisienne, puis est muté à Bordeaux-Saint-Jean, à la gare de Saint-Jean, sur l'intervention du cabinet du sous-secrétaire d'État DPTT, suite à la demande vraisemblablement de quelqu'un de sa famille, ou en tous les cas d'une influence quelconque à Bordeaux. Alors on n'a pas retrouvé trace de l'appel
de cette demande de rapatriement, puisque ses parents étaient encore là, donc il n'y avait pas de raison particulière de charge de famille, mais bon, voilà. Alors il était assez jeune, hein, évidemment, donc peut-être que ceci explique en cela, hein, parce que en 1903, et quand il va prendre ses cours, il avait tout juste pas tout à fait une vingtaine d'années, donc peut-être qu'ils ont jugé qu'il était trop jeune, et comme il était peut-être mineur, presque mineur, ou pas tout à fait majeur à cette époque-là, ils ont jugé qu'il fallait le rapatrier à la gare de Bordeaux. Alors, parallèlement donc à ses activités de professionnel, il continue d'écrire, mais il est appelé, comme tous les jeunes gens de sa génération, à son service militaire en 1906, et bien il décide, juste avant de partir à l'armée, faire ses classes, de se lier à la vie littéraire de Bordeaux, très en vogue à l'époque, et il rejoint ainsi Carlos Laronde, Camille Le Seine et la jeunesse intellectuelle de Bordeaux, qui bénéficiait à cette époque d'une nouvelle liberté dans la poésie notamment, et parmi les têtes de pont, un certain François Mauriac. Alors en effet, depuis ses jeunes années, Louis aime écrire. Il a 16 ans, il devient féru de poésie et de théâtre, il est armé d'une volonté pleine de panache, et il va décider d'écrire ses pièces en vers qu'il monte lui-même, joue lui-même, en entraînant d'ailleurs dans la course son frère, ses amis, ses cousins et cousines. Alors ils font tout, de la mise en scène à, on va dire, l'habillage, et il va débuter comme ça une petite carrière amateur de dramaturge et de poète qu'il ne va pas cesser de voir grandir. Alors, il débute ses classes au sein du 57e régiment d'infanterie, puis il va rapidement intégrer le corps d'élèves d'officiers à Montauban. C'est là, à cette occasion de ses classes à Montauban comme élève officier, qu'il va rencontrer un certain Henri Moreau, qu'il va introduire plus tard à la revue française, La Lecture française. Henri Moreau, qui d'ailleurs épousera la veuve de Louis en 1919. Ils vont établir tous les deux avant une relation poétique, comme ils l'appellent, une relation épistolaire poétique, comme ils vont le déclamer, qui est faite d'échanges de poèmes et surtout de critiques constructives. Alors, il est notamment basé à Royan, avec le 57e, quand il publie une annonce dans les journaux militaires pour établir une correspondance littéraire. Alors c'est un fameux Léon Guyot de C, qui lui-même d'ailleurs au service militaire à Dijon, qui lui répond en acceptant d'établir une relation littéraire globale. Puis au cours des lettres qu'ils s'échangent, une amitié va se développer, et ils vont s'entendre formidablement bien au point de vue artistique, même s'ils ont des avis foncièrement différents, une méthode de travail foncièrement différente, mais leur amitié va perdurer bien au-delà de la mort de Louis, puisque Léon Guyot de C ne cessera jamais d'honorer son ami dans le cadre de ses fonctions artistiques, fort nombreuses et très longues au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et dès qu'il pourra caser le nom de Louis Gendreau sur un papier, sur des droits d'auteur, etc., il le fera avec grand plaisir. Alors leur collaboration s'avère fructueuse tout de suite, et ça commence avec l'écriture pendant leur service militaire de la pièce Narcisse, qui va d'ailleurs valoir à Guyot de C quelques quolibets et une mention sur son dossier militaire, notation qui fait état donc de s'amuse à faire des chansons. Voilà, ils ont découvert son manuscrit sous son matelas, et les supérieurs n'ont pas vraiment apprécié, donc il s'est fait recadrer et prendre les doigts dans la confiture, on va dire. Alors en 1909, sa pièce, donc la pièce de Louis, hein, le Marquis de Carabas, qui est une suite rêvée du Chaboté, est jouée à plusieurs endroits en Aquitaine par des troupes amateurs ou professionnelles, et elle est notamment jouée par la troupe d'amateurs dirigée par Victor Bachelet, qui est un célèbre directeur de théâtre amateur et qui fait aussi beaucoup de livrets pour pouvoir apprendre à déclamer, à jouer, à l'art de se dire en vérité. Troupe qui dirige à Bordeaux.
Et ils vont monter cette pièce, il va faire des castings, Victor Bachelet, et au sein de sa troupe se trouve une certaine Anna Join qui va obtenir le rôle principal du marquis de Carabas et dont Louis va tomber follement amoureux et réciproquement. Et donc ils vont commencer à flirter et ensuite à se fréquenter. Je rappelle, nous sommes en 1909. Hein, voilà. Alors, en 1911, Louis s'associe à Carlos Laronde, que je citais tout à l'heure, hein, et à Charles Léger, au sein d'une filiale bordelaise du fameux théâtre d'Astrée, qui était un cercle artistique parisien qui donnait des représentations au théâtre féminin sur les Champs-Élysées. Puis, il va co-créer et intégrer la Société des poètes girondins et du Sud-Ouest, société dont il va être le président, un des premiers présidents d'ailleurs. Alors Carlos Laronde dira de lui en 1917, lors de la sortie du recueil Le ciel dans l'eau, Gendreau avait trop de facilité, il avait même du talent. Alors parmi les œuvres jouées par le théâtre d'Astrée ou le théâtre de Bachelet, puisqu'on retrouve ces pièces aux deux programmations, on retrouve bien sûr ces pièces telles que Son de cloche, Petite manœuvre et le très beau, et la très belle on va dire, la très belle, la belle au cœur dormant. Voilà. Alors il va continuer à fréquenter Anna et ils vont se marier le 10 juin 1911 à Bordeaux, donc avec Anna Jeanne Join, qui est décédée le 14 novembre 1972 à Talence, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir épousé Henri Moreau en 1919. Alors elle va avoir 3 enfants, un qui ne va pas survivre et 2 autres, et elle a des petits-enfants et avec grand plaisir, puisque une de ces petites filles que j'avais réussi à contacter n'avait plus du tout de souvenirs gardé très longtemps par sa grand-mère de ses souvenirs de son mariage et de sa vie avec Louis Gendreau. Elle a gardé qu'une seule chose, la photo de mariage de Louis, qu'elle a pu m'envoyer, et je ne vous raconte pas l'émotion que j'ai eue de pouvoir voir Louis Gendreau dans une autre tenue que celle de militaire, que celle de poète assis à sa table. Là, il était entouré de sa famille, de ses amis, de la femme qu'il aimait, le jour de leur mariage, habillé en habit de cérémonie, et on voit tout le côté malicieux du garçon qui pouvait forcément beaucoup plaire à une jeune fille comme Anna. Alors Louis ne se contente pas d'écrire, de faire jouer ses pièces. Il participe à des conférences sur des auteurs qu'il aime, sur des romans qu'il aime, et notamment sur un certain Edmond Rostand, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, mais il faut quand même parler des créations de Louis, parce que, comme je vous le disais, il ne se contente pas d'écrire des vers, donc des poésies ou du théâtre, puisqu'il écrit du théâtre en vers, mais il participe à des revues, et ce très vite, au début de son lancement dans la littérature, dans la scène littéraire bordelaise, il va avoir un très grand succès comme auteur, comme rédacteur, et il va être un chroniqueur aussi, un simple poète dans des revues très connues. On retrouve donc ses publications au gré des magazines, des hebdomadaires ou des quotidiens tels que La Lecture française, dont il va devenir un jour le rédacteur en chef après le créateur qui était donc des gens de Verval, dans les lettres, les arts et les lettres, dans le mondain, dans la plume, dans le monde du théâtre, dans la vie bordelaise, que des publications qui étaient très connues à l'époque et qui étaient très respectées et très courues surtout. C'était des revues qui étaient très importantes, qui étaient lues, très achetées, donc le nom de Louis Gendreau circulait beaucoup. Alors il utilise bien sûr son propre nom, de Louis Gendreau, comme vous le voyez à l'écran, mais il se cache régulièrement aussi derrière 2 pseudonymes. Je vous ai mis des incrustations aussi pour que vous puissiez voir les noms écrits et aussi ce dont il était question. Donc il écrit pour animer la causerie de la lecture française, donc qui est une espèce on dirait maintenant de poste, de pamphlet, sous le nom de Virgule,
prouve bien l'humour du garçon. Et surtout, il relate avec humour ses impressions de ses années de service militaire sous un titre qui s'appelle Le képi sur l'oreille. Et il signe Maxime du Bournat, comme vous pouvez le voir à droite. Bournat pour le Bournais, c'est lui qui l'a expliqué. Puisque en fait il revient toujours à Saint-Martial Viverolles, dont il parlera dans ses poèmes au front des cloches qu'il entend régulièrement, et quand il entend des cloches de village sonner, il se rappelle des cloches qu'il entend du Bournais, celles de Saint-Martial. Alors il lui arrive aussi d'écrire l'ensemble de la parution de la lecture française quand les co-auteurs ont du retard. Alors ça a été signalé dans une interview du secrétaire général de l'époque de la revue française qui disait que il lui était arrivé en moins de 48 heures de pondre une revue française qui avait à peu près une soixantaine de pages sous différents noms, de mettre des poèmes, des histoires, des articles, des chroniques, etc. Parce que il avait cette facilité de pouvoir écrire quand il voulait, comment il voulait, et avec la plume de qui il voulait. Alors il œuvre aussi au sein de cette revue pour faire connaître son Périgord, pour faire connaître des artistes locaux, et notamment pour faire reconnaître un peintre qui commence à avoir un certain succès, notamment parce qu'il est exposé à Bordeaux, qui s'appelle Camille Merlot, qui est plus qu'un collègue, qui est un ami, puisque en fait il est un des signataires de l'acte du notaire sur l'héritage de Louis après la guerre. Donc quand vous signez un acte notarié normalement sur un héritage de quelqu'un, c'est que vous le connaissez intimement, hein. Vous n'êtes pas le premier Pékin venu. Alors Camille Merlot, pour la petite histoire, est issu de Verteillac, donc il y a 2 km 300 exactement de Saint-Martial-Viverolles. Camille Merlot est un peintre assez couru, et actuellement un catalogue est en train de se monter avec le comité culturel de Verteillac dont je fais partie, pour pouvoir, je pense sûrement dans l'année prochaine, sortir un catalogue avec des photos des différents tableaux. Alors pas tous, il y a une sélection de tableaux, et des petits textes explicatifs pour pouvoir montrer l'ampleur de ce peintre qui peignait des paysages naïfs, mais qui peignait des paysages de paysans de l'époque, donc du fin du 19e, début du 20e. Alors, le marquis de Carabas, dont on a parlé tout à l'heure, a eu tellement de succès au théâtre qu'il va être édité en 1912 par les éditions Ferré et Fils, donc à Bordeaux, et qui est préfacé par le fameux Camille de Le Seine, donc qui était un auteur, je rappelle, un auteur et critique dramatique, qui était un peu plus âgé que Louis, puisqu'il était né en 1851, si je ne m'abuse, et qui est mort à Paris 30 ou 31, en 1930 ou 31. Alors, Camille Le Seine, dans sa préface, écrit notamment vraiment dans la première phrase de sa préface: « Voici la première œuvre publiée d'un vrai poète, et m'est une joie de poser ici la pierre d'assise d'un monument que tout promet, solide et beau. » Alors les productions de Louis fleurissent, les productions poétiques bien sûr fleurissent de plus en plus régulièrement dans les revues que j'ai citées, et les pièces écrites à 4 mains avec Guyot de C vont se développer. Alors Narcisse, dont je parlais tout à l'heure, va attiser l'intérêt de Sarah Bernard, qui va envisager en septembre 1915 de la monter à la fin de la guerre, parce qu'elle sied à son théâtre et à sa programmation. Alors évidemment, malheureusement, hein, vous savez ce qu'il est arrivé après, mais cette pièce va recevoir le prix de l'Académie française en 1962, et on peut imaginer que si Madame Sarah Bernard, ou Mademoiselle à l'époque, Mademoiselle Sarah Bernard avait décidé de monter cette pièce dans son théâtre, c'est que la pièce devait être fort juste et fort intéressante, et elle l'est, je peux vous l'assurer, et qu'elle était particulièrement très bonne, parce que je pense que vu ce qu'elle interprétait depuis ses jeunes années d'actrice, elle ne se serait pas fourvoyée avec une pièce qui pouvait la mettre entre guillemets en porte-à-faux avec les critiques qui ne l'épargnaient pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors la deuxième pièce qu'ils écrivent à 4 mains s'appelle Galtier l'oiseau.
C'est une pièce qui a été écrite en 1913. Elle fut imaginée en fait par Louis suite à son observation d'un vol de buse dans le parc du château de Henri IV à Pau, quand il était donc passionné à Pau chez les élèves officiers. Alors c'est une pièce qui a été jouée à Bordeaux le 11 mai 1916 au théâtre de l'Alhambra et qui a été aussi représentée au Théâtre National Populaire, donc au Palais du Trocadéro à Paris, le 11 novembre 1926. Voilà. Ah bah si, voilà, comme quoi vous voyez que Paris avait aussi adopté Louis Gendreau. Alors lors des premiers temps de la Grande Guerre, Guyot de C et Louis décident de collaborer à une nouvelle pièce de théâtre, puisque comme vous le savez, malheureusement les troupes quelquefois étaient stationnées à l'arrière, au repos ou en attente d'ordre pendant quelquefois de longues semaines. Donc il décide d'élaborer cette pièce qui au début s'appelle Climène et qui va très très vite s'appeler Jean de La Fontaine ou le distrait volontaire. Elle va être chroniquée notamment à sa sortie par François Mauriac et des journaux tels que Le Figaro, Le Gaulois, l'Écho de Paris, qui sans être admirateurs absolus de la pièce vont dire qu'ils sont admiratifs de la créativité des Alexandrins et qu'ils la trouvent de bonne facture, pleine d'audace et bien étonnante. Alors, elle va obtenir cette pièce-là, notamment le prix de la meilleure pièce de l'Académie française en 1923, ainsi que le prix Thoirac de 1924. Alors, c'était la pièce préférée d'Edmond Rostand, celle qu'il a défendue et qu'il va œuvrer à faire reconnaître et ainsi va faire reconnaître son disciple le plus fidèle, qui était donc Louis Gendreau. Alors le tournant, comme vous le voyez sur l'écran, le tournant de la vie de Louis Gendreau, c'est Edmond Rostand. Alors nul doute donc qu'Edmond Rostand a eu une influence majeure sur la vie de Louis, autant dans son univers artistique que dans sa vie personnelle. Lui qui mena d'ailleurs ses troupes sur le terrain, dans les tranchées avec panache. Alors il suffit, pour illustrer les relations entre les deux hommes, de lire la préface rédigée par Rostand dans le recueil Le ciel dans l'eau et certaines lettres de Louis et d'Edmond qu'il se renvoie pour appréhender la tendresse de l'un et l'admiration infinie de l'autre. Alors la tendresse de Rostand et bien sûr l'admiration de Louis. Quoique... Ah, voilà. Oui, Rostand avait quand même de l'admiration pour Louis. Alors, en effet, alors qu'il est ambulant sur la ligne, donc surnuméraire des PTT, je rappelle, sur la ligne Bordeaux-Irun à partir d'octobre 1908, Louis voit passer le courrier pour Cambo-les-Bains. Cambo-les-Bains, où vit un certain Edmond Rostand, et il rêve devant tous les courriers à l'attention de son héros, enfin un de ses auteurs préférés, on va dire. Alors, un jour, l'idée lui vient de noter ça et là quelques petits mots, des vers, sur les magazines, au dos des courriers. Alors, bien sûr, il aurait pu être renvoyé pour ce genre d'acte, puisque je rappelle qu'un fonctionnaire n'a pas le droit de donner des avis personnels. Mais son adoration pour Rostand était au-delà de ça, et donc il va... outrepasser ses devoirs de surnuméraire et va mettre des petits mots derrière les enveloppes d'Edmond Rostand. Alors ce dernier s'aperçoit assez vite que depuis quelque temps, son courrier porte des apostrophes tout affectueuses, des petits mots, des petits vers d'un inconnu. Il va le qualifier auprès donc d'un ami à qui il écrit une lettre. Il va lui dire: j'ai un bon sylphe qui griffonne ça et là, et il va d'ailleurs indiquer que ce sylphe, donc qui est un être surnaturel dans la croyance des Celtes et des Germains, on dirait maintenant c'est une espèce de lutin ou d'une fée, comme vous voulez. Il dit d'ailleurs à cet ami que ces petites apostrophes lui permettent de sourire, malgré quelquefois le contenu de certaines missives reçues qui sont particulièrement négatives. Alors, pourtant, Louis, qui voit passer ce courrier, qui marque ces mots, est trop intimidé, et voire carrément à la limite du trop timide, et
il se force à aller à Cambo-les-Bains un jour, mais il ne va pas pouvoir passer la grille et il ne va pas pouvoir sonner à la porte ou toquer à la porte pour demander audience auprès du grand homme, comme il l'appelle, mais il va glisser sa carte avec quelques petits verres au dos dans la fente d'un arbre qui se trouvait à l'époque à l'entrée de la propriété de Edmond Rostand. Et donc, peu de temps après, vraiment très très peu de temps après, Louis va recevoir un télégramme de son maître, en lui précisant avoir lu sa lettre, et il dit même une lettre adorable et émouvante, et il lui griffonne et il lui donne à la fin, avant de signer Edmond Rostand, il fallait rentrer, il faudra rentrer. De ce jour, donc, la fidèle et loyale sympathie de Louis touche Edmond Rostand vraiment profondément et une relation épistolaire se met en place avant la rencontre, bien sûr, qui va avoir lieu, au cours de laquelle Edmond Rostand comprend enfin qu'il a affaire à son sylphe. Alors, leurs échanges sont toujours empreints de fidélité, de bienveillance, et ils se succèdent assez tranquillement et assez régulièrement. Ils s'écrivent vraiment très très régulièrement. Rostand écrit d'ailleurs qu'il trouve un jour que Louis lui a envoyé des nouveaux vers en lui demandant son avis. Il lui répond: vos vers sont esquis, d'une légèreté, d'une grâce et d'une adresse extraordinaire. De son côté, Louis va renouveler sa sympathie à chaque occasion qui se présente, et notamment comme une certaine et célèbre causerie qu'il va faire en 1913 à Bordeaux, où il y a plusieurs conférenciers ce soir-là qui parlent du grand homme, et lui, il va poser le thème les princesses lointaines chez Rostand, avec autant d'admiration dans le public que certains commencent à grincer des dents, parce que au-delà de son admiration, c'est quand même, on le trouve dans son entourage, notamment des gens comme Carlos Aron, trouvent qu'il en fait, on dirait maintenant, un peu trop. On dirait même qu'il est un fan absolu maintenant. Et certains de ses amis, auteurs, écrivains, poètes, acteurs, lui disent que effectivement, oui, c'est très bien d'aimer Rostand, c'est très bon d'être fou et de faire du panache dans son écriture, mais qu'il a beaucoup de talent et qu'il pourrait s'affranchir de cette rostanienne envie de plaire à son maître. Mais Louis n'en a à cure, il continue sur sa lancée parce qu'il est sûr de sa plume, il est sûr de ce qu'il peut dégager, et son admiration pour Rostand fait que il décide de continuer. Alors évidemment, on va passer à un autre chapitre de la vie de Louis où l'influence de Rostand est toujours présente, c'est celle de la guerre. Alors, comme vous voyez, il y a l'ordre de mobilisation qui arrive, et donc Louis, à cette époque-là, à ce moment-là précisément, est basé à Pau, donc chez les élèves officiers, et le jour même, il rejoint le dépôt du 44e régiment d'infanterie, de la 36e division d'infanterie précisément de ce 34e, qui est basé à Mont-de-Marsan, et qui va partir en train immédiatement vers l'Aisne. Alors, avec le 34e régiment d'infanterie, il va participer aux opérations et aux batailles suivantes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il va participer aux batailles de Charleroi, donc du 21 au 3 août 1914. Alors c'est une bataille qui, pour les Allemands, s'appelle la bataille de Sampre. Il va participer aussi à la bataille de Guise, qui pour les Allemands est celle de Saint-Quentin, qui va se passer le 29 août 1914, et surtout à la bataille de la Marne, qui se tient du 5 au 12 septembre 1914. Alors c'est une bataille que l'on connaît bien et que on va dire le public connaît, surtout parce que c'est celle au cours de laquelle Charles Péguy meurt le 5 septembre, et aussi celle au cours de laquelle le père de Camus va mourir des suites de ses blessures. Alors ils vont, avec cette bataille de la Marne, et parvenir jusqu'aux pentes du chemin des Dames, où ils vont être stoppés net. Alors ils vont se retirer, bien sûr, le 34e, et le 29 septembre 1914, Louis est affecté à au 44e régiment d'infanterie, au sein de la 7e compagnie et du 2e bataillon. Ça a son importance, vous verrez par la suite. Et il va être repositionné dans le vallon de l'Aisne, au ravin de Autrèche, sur le plateau de Vingré en vérité. Alors, c'est une missive qui est venue donc d'un commandant à un autre. Alors, visiblement, d'après les renseignements que j'ai eus, il était assez couru que quand un régiment
perdait beaucoup trop de lieutenants et de commandements, il fallait récupérer. Alors Louis faisait partie des meilleurs notés, que ce soit pendant ses classes, pendant ses moments en tant qu'élève officier, il a été nommé caporal, vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran, les nominations, les JO de caporal, lieutenant, etc. Il a eu on va dire une trajectoire militaire vraiment dithyrambique dans les colonels qui remettaient ces notations, et notamment un qui disait qu'il était un meneur d'hommes, et donc le 44e a dû solliciter, parce qu'ils avaient eu beaucoup de pertes, ils ont dû solliciter des lieutenants, et ils ont pris les meilleurs notés, donc ils ont récupéré Louis Gendreau pour ce 44e régiment d'infanterie. Alors, lors de ces diverses affectations, il ne va, comme tous les poilus, qui savaient écrire, je sais, ou qui demandaient à leurs copains d'à côté de le faire pour eux, il ne va cesser d'écrire donc à ses parents, qu'il surnomme très joliment les vieux de son cœur, donc les vieux de mon cœur pour lui, à sa femme, qu'il appelle délicatement tout le temps mon amour, et ainsi qu'au métayer du Bournais dont je parlais, qu'il surnomme Merci You, qui est donc un monsieur Mazet, vieux Mazet que j'ai connu, et qui est donc à Saint-Martial, et toujours bien sûr à Guyot de C, évidemment, son comparse, parce qu'il continue à écrire, à s'échanger des petits mots, et à s'engueuler d'ailleurs par missive, parce qu'ils s'engueulent régulièrement sur leurs lettres. Alors c'est très drôle les échanges qu'ils ont, je vous en ai pas mis une à l'écran, j'aurais dû le faire. Ils s'engueulent pour des petites choses, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord pour un mot, pour une virgule, etc. Donc ils ont tous les deux ce côté un peu grandiloquent, donc ils s'engueulent, c'est comme ça, je m'arrête d'écrire, et puis 5 minutes après ça passe, voilà. Mais c'est une très belle relation qu'ils ont, et évidemment il écrit à Edmond Rostand, qui lui écrit, bien sûr, qui lui répond. Alors il évoque que très brièvement dans ses lettres, et poétiquement, les affres de la guerre, malgré ce qu'il vit. Il s'applique, il le dit d'ailleurs, à inventer, à minimiser, à rassurer autant qu'il le peut la réalité de la guerre, la vie des tranchées, la peur, le bruit, le danger et la mort. Alors, autant auprès de ces hommes, il cherche toujours à les entourer aussi. C'est d'où les mentions dans son livre militaire que c'est un meneur d'hommes. Parce qu'il les entoure de son esprit vif, de sa confiance et de son côté solaire. Il s'obligeait, entre guillemets, à connaître non seulement le prénom, mais aussi plus ou moins des détails de la vie de ces hommes, donc peut-être les dates de naissance des enfants, la femme, etc., s'ils étaient mariés ou pas, parce que c'était comme ça qu'il liait son unité, son 2e bataillon, et comme ça la section dans son 2e bataillon va lui être fidèle jusqu'au bout. Alors, il a aussi ce côté solaire, et ça revient dans les témoignages de lettres, dans les témoignages des soldats, ce côté solaire qu'il avait de pouvoir, dès qu'il arrivait dans quelque part, il y avait quelque chose qui se faisait avec ce garçon. Alors, entre mi-octobre et fin décembre 1914, le 44e est quasiment, et on dit bien quasiment, au repos à Villers-Cotterêts. Et il va donc écrire de très nombreuses lettres. Alors, il va évoquer dans certaines lettres, avec moult détails, un lieu au bord d'une rivière, les riches propriétés qu'il aborde, les escaliers à la Henri II, et puis signale qu'il y a un éclatement d'obus plus loin, là, plus ou moins loin, voilà, mais il ne spécifie pas. Il va décrire une serre, les fleurs fanées, qui sont un rappel, en fait, du désœuvrement qu'il voit, lui, des gens qui sont poussés à l'exil parce que il y a les bombardements et la guerre. Il va parler du cantonnement dans un village, il va parler de ceux dans les tranchées, mais sans développer trop ce qu'il voit. Il va un jour recevoir un grand colis avec une lettre écrite à 8 mains. Alors les 8 mains sont celles de ses parents, donc 4, de sa femme, donc Anna, et donc de son frère. Voilà, donc il est très heureux de recevoir cette lettre, il a bien compris, il dit qu'il a assisté à une messe et que les dames qui chantaient fort faux, et là il parle des cloches de Saint-Martial en disant qu'à la sortie les cloches étaient en action et que ça lui a rappelé les cloches de Saint-Martial et qu'il se battait pour ces cloches-là. Et il parle bien sûr de son Périgord natal qui lui manque de plus en plus, et fait la comparaison entre les tranchées et les grottes préhistoriques, puisqu'il dit dans une lettre:
Nous voici ici revenus au temps de l'homme des cavernes, mais les inscriptions que la postérité découvrira dans nos grottes modernes différeront légèrement de celles que l'on trouve à Brantôme ou aux Aisies. Alors, un jour, Rostand, au mois de novembre 1914, d'ailleurs sur papier en tête, vous le voyez, sur papier en tête de l'hôpital auxiliaire de La Ressort dans les Basses-Pyrénées, lui écrit « Je pense bien souvent à vous et je suis sûr que vos hommes vous aiment rudement ». Alors, afin de réconforter ces hommes, justement, dans les tranchées boueuses, il déclame les vers de Flambeau d'Edmond Rostand, et notamment... il va déclamer l'acte 2, scène 8 de l'Aiglon, nous qui, pour arracher ainsi que des carottes nos jambes à la boue énorme des chemins, devions les empoigner quelquefois à deux mains. Et il va commander l'Aiglon, un exemplaire de l'Aiglon, avec la mention donc sur le bon de commande ordinaire eau de vie. Et ça se faisait couramment de demander quelque chose sous ordinaire eau de vie. C'était assez courant. Alors il lit également les lettres d'Edmond Rostand qui lui parviennent, les mots d'Edmond Rostand à ces hommes qui sont bien sûr évidemment admiratifs, parce que vous imaginez bien que dans les tranchées il y avait beaucoup il y avait des gens intellectuels, on est bien d'accord, hein, voilà, mais il y avait des paysans, des ouvriers, et ces gens-là n'avaient pas eu l'occasion ni peut-être de lire Rostand, ni peut-être de le voir sur scène, en tous les cas voir les pièces sur scène, et encore moins de le rencontrer dans la vraie vie. Alors quelqu'un qui le rencontre, qui le connaît dans la vraie vie, et en plus qui reçoit des lettres d'Edmond signé Edmond Rostand, qui peut lui permettre d'écrire, et qui en plus ils comprennent qu'Edmond Rostand tient à Louis Gendreau et tient à leur lieutenant et s'inquiète pour le lieutenant et ses hommes, et que lui il parle de ces hommes à Edmond Rostand, ils sont admiratifs non seulement de l'écrivain, mais ils sont surtout admiratifs de leur lieutenant. Alors Louis va répondre à Rostand dans une lettre. « Au nom d'Edmond Rostand, j'ai entendu le frisson passer. Tous mes hommes, qui n'étaient que des flambards, se sont soudain sentis devenir des flambeaux. » Alors comme le pressent Rostand, malheureusement, au début, heureusement, il a dans le... Parce qu'il sait que Louis Gendreau passe très bien, même au-delà de tout. Et donc, Rostand a pressenti que ces hommes l'aimaient beaucoup. Et d'ailleurs, le bataillon de Louis va composer une petite chanson assez simple, hein, on va dire, et très naïve, qui va être reprise par toute la première section du 2e bataillon du 44e, qui dit... On se ferait trouer la peau pour le petit lieutenant Gendreau. Alors il faut dire que Louis, comme vous le voyez sur l'affiche, fait 1m57. Alors c'était pas très grand pour l'époque, enfin pour maintenant. Pour l'époque c'était peut-être dans la moyenne, entre 1m55 et 70, c'était à peu près, on va dire, la moyenne pour les hommes. Alors maintenant non, mais à l'époque c'était, et donc il était un tout petit peu plus petit peut-être que la moyenne des hommes de sa tranchée. Il était surtout un peu plus frêle, mais malgré son 1m57 et son côté un peu fragile, il avait une aura qui dépassait largement la tranchée. Alors il y a eu même d'ailleurs des échanges entre soldats, puisqu'il s'est trouvé dans la 44e et dans le même bataillon un poète amateur qui lui a, à Noël, d'ailleurs vous voyez l'échange qui s'est fait entre tous les deux à l'écran, ils se sont envoyés un courrier. Alors il y en a un qui a parlé de Noël avec toute la symbolique de Noël, qu'il a envoyé par l'estafette à Louis Gendreau, qui lui a répondu dans la foulée en poème, en vers. Donc ça a donné un échange, et cet échange-là a été noté dans un bulletin a posteriori, dans le bulletin de la 44e. Lorsque certains ont évoqué leurs souvenirs de guerre, cet homme a évoqué le lieutenant Gendreau en disant qu'il était admiratif et qu'il avait gardé précieusement ce petit poème récupéré tout au long de sa vie. Voilà. Alors le 23 novembre, dans les tranchées de l'Aisne, donc Louis écrit ce long et emblématique poème intitulé « Ce que c'est », qu'il rédige d'ailleurs, il l'explique en première ligne sous les sifflements. C'est pour ça que je vous ai dit partiellement au repos tout à l'heure à Villers-Cotterêts, parce qu'ils remontaient quelquefois au front, hein, il ne fallait pas croire qu'ils allaient rester 3 mois sans rien faire. Il explique qu'il a rédigé en première ligne sous les sifflements de balles et les grognements de 75. C'est une lettre qui a été adressée à sa femme, un poème qui a été adressé à sa femme, et d'ailleurs il l'a envoyé, et très très vite, le lendemain, il renvoie un courrier
en s'excusant platement auprès de l'amour de sa vie, comme il le dit, de ce morceau de guerre, en espérant qu'elle n'a pas été trop effrayée, qu'il ne voulait pas l'effrayer, que ce n'est pas aussi grave que ce qu'il avait mis, alors que quand on lit, comme vous le voyez à l'écran, le poème, on ne peut pas dire qu'il décrit des horreurs, on sent les horreurs, on sent les obus, on sent le bruit, on sent la peur, on sent la mort, etc. Mais il y a quand même des côtés un peu poétiques dans ce poème. Alors c'est un poème qui, si vous le désirez, je peux très bien vous l'envoyer par PDF parce que je l'ai. Sinon, vous faites des imprimes écran là avec vos téléphones. Je l'ai mis assez gros pour que vous puissiez le faire. Donc n'hésitez pas à le lire parce que c'est quand même un des plus jolis poèmes qui a été écrit. Alors le poème commence ainsi: la guerre, mon amour, il faut bien le dire, ce n'est pas si terrible en somme que l'on croit. Et la dernière phrase dit, et enchaîne donc avec: la vérité, vois-tu, c'est ce que l'on ne souffre guère que de l'absence, mon petit. Alors au premier jour de 1915, il reste confiant, soutient le moral toujours de ses hommes et écrit notamment à ses parents: enfin, voilà 1915, tout il n'y aura de beau, de doux et de consolateur sera vu par le nouveau soleil. Alors, la veille de sa mort, il va continuer à écrire, et le 12, la dernière lettre qu'il poste est le 12 janvier, qu'il écrit à ses parents, donc à ses vieux de son cœur, les mots pleins d'espoir, puisqu'il écrit en fin de lettre: de jour en jour, de soleil en soleil, on aura la victoire. Alors surgit bien sûr le moment tant redouté notamment par Rostand, qui le disait dans un courrier à Guyot, c'est beaucoup trop poète pour être prudent. Son bataillon donc est positionné sur la côte Éperon 132 au nord de Soissons, lors de ce qui va être appelé la bataille de Crouy. Alors à l'aube du 13 janvier, dans la nuit, donc, puis au petit matin, les tentatives de contre-attaque ont lieu et se soldent par des échecs particulièrement sanglants. Avec le 2e bataillon sur les l'éperon 132, Louis et ses hommes escaladent les pentes abruptes du plateau de Crouy et conquièrent une partie de l'organisation allemande et font de très nombreux prisonniers. C'est lors de la 2e contre-attaque que le 2e bataillon, qui est positionné en flèche, ne peut pas se dégager, et après 15 heures de bataille, cerné de toutes parts, il demeure le seul îlot de résistance français dans cet endroit. À l'issue de ces assauts, il ne restera qu'une poignée d'hommes, mais l'avancée sur Soissons est enrayée. Alors on sait que sur les 1200 engagés sur cette côte-là, de l'éperon 132, il y avait d'autres choses sur la bataille du Crouy, mais que sur l'éperon 132, il y a eu 1200 personnes, enfin hommes engagés, et on n'en décomptera que 150 survivants à la fin de la journée. Louis est donc tué à l'ennemi au nord de Soissons, proche de Crouy, le 13 janvier 1915 à l'aube, dans l'Aisne, en ce jour particulièrement sanglant, comme je viens de le dire. Alors, ayant pris, puisqu'on connaît les circonstances de sa mort, ayant pris le commandement de sa compagnie, il pénètre, et vous saurez pourquoi il a pris le commandement de sa compagnie, il pénètre en tête de ses hommes dans une première tranchée allemande et fait des prisonniers. C'est à l'assaut de la 2e qu'il est atteint par une balle de revolver tiré à bout portant par un officier ennemi. Ces hommes abattent le meurtrier, nettoient la tranchée afin de venger leur chef bien-aimé et vont ensevelir Louis Gendreau sur la côte de la tranchée au péril de leur vie, puisque je rappelle que les bombes comptent toujours un peu partout. Alors à cette occasion, j'ai eu un contact avec un descendant d'un soldat de la 44e, du 44e régiment d'infanterie, de la 44e comme il me le dit, ayant combattu lui aussi sur l'éperon 132, le même jour de la mort de Louis. Alors, je vais vous citer un passage, ce sont des passages, des carnets de ce poilu, qui parlent de 2 officiers qui dirigeaient au sein du même combat que Louis, notamment le commandant Biget, qui est cité, donc qui était le commandant de Louis Gendreau direct, et un autre officier, un autre lieutenant, qui s'appelait Louis Guyetan, comme le même prénom, mais pas le même nom, qui dirigeait la 2e section, donc la première section. Donc en fait, chacun était dans le même bataillon, donc le 2e bataillon, mais ils n'avaient pas la même section, donc chacun avait une section, et on va
je vais vous lire des extraits, donc des mots de ce soldat qui éclairera, je pense, les conditions de la mort de Louis Gendreau, notamment le fait qu'il a subi exactement le même sort que son camarade, donc officier Louis Guilleton. Voici donc les extraits des mots de Georges Fourneret, qui était donc soldat au 44e régiment d'infanterie. Alors je suis désolée, mais c'est un passage à chaque fois que je l'ai lu, et quand on me l'a envoyé pour la première fois, je suis toujours très émue parce que c'est quand même assez brut, et ça relève bien, ça retranscrit bien ce qui s'est passé. Donc voici les extraits. Où va-t-on? Nul ne peut le dire. On se dirige vers le nord. Dans le lointain, le canon gronde de manière continue. Mais bientôt vient la contre-attaque. L'éperon 132 est situé dans un bois que les obus ont ravagé. Les mouvements sont rendus difficiles car l'aine est en crue, on se bat dans la boue, dans une terre bouleversée, un sol marmité qui devient un chaos. Nos hommes sont harassés et malgré nos prodiges de courage, refoulés au-delà de la position. C'est ainsi que le commandement appelle la 44e. Elle doit venir à la rescousse, reconquérir ce que d'autres ont perdu. Ainsi, l'étape du 12 janvier devait-elle marquer dans les annales du 2e bataillon. À 9h, le bataillon est rassemblé à l'intérieur de la grande verrerie de Vauxreau, au pied de la route qui conduit à la côte 132. Le lieutenant Guilleton, avec sa compagnie, est à la tête du bataillon. Par le bois, sur la gauche de la route, il doit foncer, aller de l'avant et en liaison à la droite avec le 60e refouler l'ennemi. À sa gauche, la 5e compagnie qui marchera à sa hauteur. Les 7e et 8e marcheront en soutien. Le commandant Biget suit la 6e avec sa liaison. De cette manière, il dirigera mieux le combat. On se met en route. Il est maintenant 3h du matin. On escalade les pentes, on enjambe des cadavres, on serre davantage son fusil, tandis que les obus français commencent à éclater devant nous. Bientôt 10 mitrailleuses allemandes se dévoilent. Les baïonnettes sont hautes, les coups partent. Un cri soudain, en avant, se prolonge parcourant la ligne, c'est l'assaut. L'assaut se poursuit irrésistiblement. Les Allemands, surpris par cette violence, hésitent et chancellent. Les cadavres s'accumulent, les leurs, mélangés aux nôtres. Il y a des corps à corps furieux, des combats à la baïonnette, des cris, des hurlements de colère et de douleur. Et quand le jour se lève, un jour sale, gris, terne, dans un froid humide et pénétrant, la côte 132 est à nous, mais à quel prix? Le champ de bataille est un charnier. Des corps jonchent le sol, zouaves, fantassins, Allemands ont arrosé de leur sang cette terre jamais satisfaite. On se regroupe enfin, on se reconnaît, on essaie de se remettre et de remettre un peu d'ordre dans ce mélange d'unité. Les Allemands qui ont sur nous l'avantage du nombre ont encore des troupes fraîches. Ils organisent une contre-attaque. C'est à ce moment-là qu'à mes côtés, en voulant parcourir un boyau plein de cadavres, le commandant Biget est frappé d'une balle au ventre à bout portant. Il pâlit, s'affaisse, tandis que nous nous précipitons. Celui qui l'a tiré n'est pas loin. Il est abattu aussitôt. Le commandant Biget s'évanouit, puis reprend connaissance. Tête sur des fusils, car il n'y a plus de brancard, on emporte ce magnifique officier. Là, le médecin, quand il vient l'examiner, se retourne et me dit « Mon pauvre vieux, le commandant est perdu. La péritonite est déclarée, il sera mort dans quelques heures. » Je laisse là mon commandant chéri pour aller rendre compte au capitaine François de la 7e compagnie à qui il a passé le commandement du bataillon. Un court moment fusent sur ma droite des cris. « Les Boches attaquent !» Je vois des vagues se succéder aux vagues sur ma gauche. Le lieutenant Guilleton a pu grimper sur un rebord de tranchée. Il a pris un fusil, il tire, il commande, tandis qu'autour de lui, la bataille fait rage. Mais bientôt d'un ravin, je vois monter d'autres Allemands. Dans moins de 5 minutes, ils seront là, nous prenant comme dans une nasse. On tire sur eux, en vain, et ils avancent toujours. De toutes les parts, les Allemands avancent, encerclant le malheureux bataillon que la mort de son chef a privé de direction. C'est à ce moment-là que Louis Guilleton, malgré son héroïsme, tombe au milieu de ses hommes, inondant de son sang généreux la terre qu'il venait de conquérir, tandis que l'ennemi faisait de nombreux prisonniers. Alors, comme vous voyez sur cette image, vous avez l'image donc de la côte 132 pendant la bataille, en vérité prise en 1915, à la fin 15, donc complètement sans arbre, nu, cru, comme un morceau de lune, si on veut dire, et juste la photo, juste après, prise de la côte qui mène à Éperon 132 avec quelques décennies plus tard, la nature qui a repris ses droits. Donc c'est deux endroits identiques, mais qui sont assez différents, et qui malheureusement, comme on peut l'imaginer, suite à
à ces notes de ce soldat a été irrigué par le sang et dont les arbres portent sûrement les racines et des ossements à l'intérieur des gens qui sont tombés. Alors, Louis Gendreau a été cité donc à l'ordre du jour de la 6e armée, donc il a reçu la croix de guerre. Le 6 avril 1915, paru au JO du 26 avril 1915, puis à celle de la Nation, et ensuite est nommé chevalier de la Légion d'honneur par JO du 1er octobre 1919, donc à titre posthume, par un arrêté ministériel signé le 15 septembre 1919 par Georges Clemenceau, avec le libellé suivant: a participé aux attaques des positions ennemies, a été tué en entraînant sa section qui l'a conduite jusqu'aux tranchées. Alors qu'Edmond Rostand revient sur Marseille, après l'enterrement de son père, il trouve 2 lettres, celle de sa veuve Anna et celle de Guyot de ceux qui lui font part de son décès. Rostand va recevoir la nouvelle en chancelant et va même regretter de ne pas avoir pu lui dire en son temps qu'il était touché par sa fidélité, son ardeur et son talent. Alors, Anna Gendreau a écrit donc une lettre à Edmond Rostand et Edmond Rostand répond à Anna le 5 février 1915 en lui disant ceci. Vous avez d'ailleurs la lettre à l'écran sur cette diapositive. Madame, j'arrive de Marseille où j'ai été accompagner le corps de mon père. Je trouve votre lettre. Le malheur est donc sur moi. Je sais quel ami je perds. Il parle de Louis, évidemment. Sans cesse, je pensais à lui, depuis que je le savais là-bas, et je craignais. Dans l'état de dépression où je suis, ce coup m'atteint avec une cruauté particulière. Moi l'oublier, madame? Oublier le jour où il est rentré chez moi, ému d'une façon si touchante, les lettres qu'il m'écrivait, les paroles qu'il m'a dites, les vers exquis qu'il m'adressait, les inscriptions qu'il ajoutait au passage dans le wagon-poste sur les lettres à mon adresse. De ceux qui m'aiment, il était l'un des plus chers, croyez-le. Et vous, il me parlait en me disant, ma petite femme, laissez-moi vous embrasser en pleurant, en le pleurant. Sa mort est magnifique, digne de lui, digne d'un poète. Ne m'oubliez pas non plus, moi qui suis en ce moment très malheureux aussi, votre Edmond Rostand. De ce jour, donc, Edmond Rostand va décider de partager autant que faire se peut les écrits de Louis autour de lui, et il insiste d'ailleurs pour que soient rassemblés les poèmes et les pièces sous son recueil, allant même jusqu'à aider à faire jouer ces pièces écrites lues a posteriori. Il va donc même d'ailleurs aller à l'Académie française. Alors qui peut refuser à l'Académie française que Rostand vienne déclamer quelque chose? Il va même déclamer lui-même, alors qu'il est passablement fatigué, la pièce Jean de La Fontaine ou le distrait volontaire devant l'Académie française pour défendre cette pièce et dire tout le bien qu'il pense de Louis Gendreau, et donc par ricochet de Guyot de C, mais surtout de Louis Gendreau. Alors en avril 1917, il force encore un peu plus. Il décide sur cette recommandation, donc il fait une recommandation à la veuve de Louis, Anna, et à Guyot de C de rassembler donc tous les poèmes qu'ils peuvent trouver et quelques pièces pour faire paraître à titre posthume un recueil qui s'appelle donc Le ciel dans l'eau, qui a été trouvé par Edmond Rostand, qui s'est rendu quelque part et qui a vu le ciel se refléter dans un baquet d'eau et qui a trouvé le titre donc Le ciel dans l'eau. Qui rassemble donc ces poèmes ainsi que du théâtre et le dernier poème écrit dans la tranchée de l'Aisne en novembre 14 dont on a parlé tout à l'heure. Donc je tiens à préciser que c'est un recueil qui est très difficilement récupérable ou quelquefois un peu hors de prix désormais. Moi j'en possède 2 exemplaires. Je sais que la médiathèque de La Roche-Alais en a un exemplaire qui est dans un état délicat. Et donc j'ai obtenu, pour la petite histoire, l'autorisation de Fasquelle Grasset de rééditer ce recueil en inversant, en mettant d'abord le théâtre et après les poèmes, et en changeant bien sûr le titre et la couverture qui appartiennent bien sûr à l'éditeur. Alors c'est un recueil qui va donc sortir en avril 1917 et que Rostand va contribuer à faire éditer chez Fasquelle, donc Grasset désormais, qui est son éditeur, et qui va donc signer une émouvante préface qui est donc à l'écran. Alors, son précieux Guyot de C, comme il l'appelait, va lui consacrer, lui, une fervente étude qu'il dédie à son ami, à son frère, qui est intitulée Les lauriers sur le front, qui va paraître en 1926, qui est préfacée par Hervé Bazin, qui était donc un écrivain français, qui était à la fois juriste, professeur de droit, romancier, historien, journaliste, et qui était d'ailleurs collaborateur
collaborateur à la revue très célèbre à l'époque, hein, qui était de bon ton de collaborer, ou tout du moins d'être en couverture, qui s'appelait la Revue des Deux Mondes. Alors, dès lors, il y a eu de très nombreux hommages qui ont été rendus à Louis en tant qu'auteur, bien sûr mort pour la France. Alors ça a été surtout dans les périodes 17-18, notamment par la Comédie Française, hein, qui va jouer ses pièces, ainsi que dans plusieurs cérémonies collectives. Alors en 1965, la municipalité de La Roche-Chalais va faire apposer donc cette plaque que vous voyez sur la photo, et que nous avons repris cet après-midi. On a fait une photo cet après-midi devant la maison, qui est une maison privée, hein, donc voilà, heureusement que les gens avaient fermé les volets, une plaque commémorative sur sa maison natale, donc qui est désormais sur la route d'Aquitaine. Alors il figure également, comme vous pouvez le voir sur des photos, sur les monuments aux morts de Talence, puisqu'il a vécu à Talence avec sa femme, sur une plaque commémorative de l'église Saint-Serin à Bordeaux, ils avaient une possession dans ce coin-là à Bordeaux, et sur le monument commémoratif de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à Paris. Une tombe donc a été érigée, comme je le disais au début de ma conférence, par sa famille, donc par sa maman en vérité, à sa mémoire, puisque je rappelle que le corps de Louis Gendreau n'a pas été retrouvé, dans le cimetière de Saint-Martial-Viverolles, donc avec la mention mort pour la France, et désormais c'est Bibi qui s'en occupe. Je fais très très attention. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a un devoir de mémoire, une transmission que Louis a transmis, alors pas seulement qu'à moi, mais à d'autres personnes. La transmission s'est faite un jour, lors de l'année scolaire de 2017 à 2018, avec les élèves du CP-CE1, 6 CP-CE1, des tout petits bouts, de l'école privée du Sacré-Cœur, ici à La Roche-Chalais, sous l'impulsion de leur maîtresse, Justine, qui est là ce soir aujourd'hui, qui est une de mes amies, qui est devenue une de mes amies, qui ont travaillé toute l'année sur Louis et la Première Guerre mondiale. Alors c'était surtout sur la Première Guerre mondiale, mais Louis Gendreau étant de cette commune, il a été décidé de leur faire apprendre le poème Ce que c'est. Oui, il y a des tout petits bouts. Et ils ont même fait d'ailleurs une représentation théâtrale basée sur la vie de Louis. Vous pouvez voir le petit synopsis qu'ils ont travaillé. Alors, Louis a revécu à travers les yeux et les cœurs de ces petits bouts qui ont été touchés par l'amour et la poésie, et qui nous ont accueillis, Louis et moi, on va dire, puisque nous étions les deux autres élèves de la classe pendant toute l'année, et nous avons fait des visioconférences assez régulières avec ces petits bouts, et qui nous accueillaient toujours dans un espèce d'excitation absolue, parce qu'ils voulaient tout savoir de Louis, ils voulaient tout savoir de ce qu'il avait fait, comment, et donc c'était impressionnant de voir des enfants, des enfants qui ont 6-7 ans, s'intéresser parce qu'ils avaient lu, et que les mots de la poésie les avait touchés. Alors peut-être bien sûr qu'ils n'appréhendaient pas la Grande Guerre, bien sûr qu'ils n'appréhendaient pas encore les affres et les horreurs de cette guerre-là, mais ils ont compris à travers la plume et les vers de Louis Gendreau ce que c'était. C'est le cas de le dire. Donc c'est cette transmission que Louis a toujours décidé. Alors bien sûr, il fait partie des 560 écrivains tombés pour la France lors de la Grande Guerre, donc de la Première Guerre mondiale. Il fait partie de ces anonymes inscrits pour l'éternité au Panthéon sur la plaque dédiée aux écrivains morts pour la France 1914, morts au champ d'honneur. Vous pouvez retrouver donc un L. Gendreau au-dessus d'une arche. Alors je dirais que Louis était un terrien qui se définissait comme un Bordelais d'adoption, mais dont le pays natal était le Périgord. Il disait d'ailleurs, comme vous le voyez sur ce poème qui s'appelle La Drône, « Oui, je connais la verte douceur des soirs sur la Dordogne », ou plutôt sur sa petite fille, la Drône, qui est encore plus fraîche et plus douce. Alors il était défini dans sa famille, des retours que j'ai eus comme d'un naturel gai, plaisant, joyeux, rieur, rassurant, aimant, plein d'élan, vif et optimiste. Ses amis poètes le décrivaient et louaient sa façon de tourner les billets légèrement, sa crânerie, son cœur passionné, sa facilité laborieuse, son talent. Et son épouse a déclaré un jour
qu'il était un être de lumière, sous des dehors de jeunes pages tendres, gaies, spirituelles, poète enfin qui métamorphosait toute chose et reflétait la vie en beauté. Ses poèmes sont touchants et emplis d'une âme bienveillante. Parmi les poèmes que j'aime particulièrement, je citerai bien sûr Les Deux Infinis, Les Dimanches, Les Mots et surtout L'Ombre, qui me rappellent tellement les vers de Robert Lee Frost, il y a un poète américain qui a écrit dans L'or n'est en rien éternel, qui date lui de 1923, qui est dans le recueil New Hampshire, des mots qui font écho à ce poème L'Ombre. Alors le plus cher à mon cœur de Louis Gendreau reste toujours Tristesse, qui a été écrit à Royan en 1907, où il exposait le fait qu'il avait le cœur lourd d'amour et qu'il n'était aimé de personne. Et bien désormais on peut dire qu'il est aimé et chéri à jamais, qu'il fait notre printemps tout au long de l'année et qu'on espère encore qu'il va le faire et qu'il va transmettre. Alors je vous disais au début, en préambule, qu'il me manquait 3 choses à faire pour lui, puisqu'en fait j'étais partie avec 4 choses à faire. Les 4 c'était des livres, de lui consacrer une biographie, un roman. Donc j'ai consacré la biographie de Louis, évidemment comme vous voyez à l'écran en 2017. Le roman, c'est fait depuis cette année, donc c'est une autobiographie romancée, donc je me suis mis dans la peau de Louis pour raconter sa vie comme il aurait pu le faire avec ses mots. Évidemment, j'ai enjoint la réédition des poèmes du recueil qui n'était pas prévu, mais ça c'est un plus à mon numéro 1. Mon numéro 2, on va dire, sera donc... Et ça, c'est l'entame de mon travail sur autre chose, de travailler pour lui faire établir donc cette plaque, alors pas la plaque que je suis qui est en train de s'être posée, mais une plaque en émail avec le portrait comme tout poilu dans les cimetières, afin de la poser sur sa tombe ou à côté de sa tombe à Saint-Martial, pour qu'il puisse enfin être reconnu à sa juste valeur comme un poilu, même s'il n'est pas dans ce tombeau. De faire monter une ou plusieurs de ces pièces en Nouvelle-Aquitaine, alors par des théâtres amateurs, par des théâtres professionnels. Alors bien sûr, si c'est hors de la Nouvelle-Aquitaine, on sera ravis. Et enfin, retrouver un objet lui appartenant, qu'il aurait un objet militaire, hein, voilà, quelque chose qui serait tombé sur le champ. Alors évidemment, c'est ce dont on parlait avec son petit-neveu. L'idéal serait de retrouver Louis. L'idéal, ça serait de retrouver un os, un morceau, une plaque, quelque chose qui puisse être revenue, parce que je me suis fixée quand j'étais plus jeune de le ramener à la maison, de le ramener à Saint-Martial, de le ramener dans son Périgord chéri, d'avoir un morceau de lui là, même s'il reste à Crouy, même si il est tombé là, il faut qu'il revienne à la maison. Donc à un moment donné, peut-être, j'espère, avoir une possibilité. Alors, il y a une possibilité également avec la mairie de Crouy. Je suis en pourparlers grâce à un historien du Cru qui s'appelle Louis Ferrin, à croire que les Louis me traquent, hein, je pense, c'est le prénom qui veut ça, mais qui m'est d'une grande aide. C'est lui qui m'a contacté suite à la biographie que j'avais émise sur Louis Gendreau, qui ne connaissait pas l'histoire de Louis Gendreau, qu'il a découvert qu'il était mort à Crouy, et donc on est en train de travailler avec la mairie de Crouy pour éventuellement lui faire comme ils le font régulièrement avec l'association de l'Éperon 132, une plaque qui sera apposée à l'endroit précis où il est mort, puisque en fait c'est assez précis pour savoir, et donc eux avec les cartes etc, ils peuvent à peu près savoir où était cette deuxième tranchée de la côte, de faire apposer une plaque ici est mort Louis Joseph Gendreau, etc. Donc j'espère que ça se fera ou cette année ou l'année prochaine, on parle plutôt de 2024, donc dès que ça sera fait, je n'hésiterai pas à diffuser bien sûr cette information, et peut-être que j'aurai l'occasion de revenir ici à La Roche-Chalais pour pouvoir vous donner la primeur, en tous les cas, ou dès que j'aurai la photo de la plaque, eh bien, je retransmettrai pour que les gens puissent être informés. Alors, c'est vrai que Crouy, c'est pas à côté, hein, voilà, l'Aisne, c'est pas à côté de la Dordogne, mais voilà, si vous croisez dans le coin, que vous êtes en vacances, n'hésitez pas à passer par là, si la plaque y est. Alors, je disais tout à l'heure qu'il avait fait une transmission avec les enfants, mais Louis n'a pas eu
qu'un impact auprès de sa famille, il a eu aussi un impact sur la petite fille que j'étais, sur la petite fille du cimetière. Mon vieux comparse avait a impliqué en moi le fait de vouloir le sortir de l'oubli, parce que j'ai été très peinée, on me l'a raconté souvent, quand j'ai découvert qu'il écrivait, j'ai commencé à chercher. Alors j'ai cherché bien sûr dans le Larousse, j'ai cherché dans l'Universalis, j'ai cherché, à l'époque on avait une encyclopédie qui s'appelait Quillier, avec plusieurs tomes Quillier, je trouvais pas. Je cherchais Gendreau, je savais, il n'y avait pas de nom de Gendreau et je comprenais pas que un recueil qui avait été publié. Alors on m'avait indiqué que c'était pas que c'était plus Fasquez, que c'était la maison Grasset, donc j'avais compris que Grasset c'était quand même une grande maison d'édition. À l'époque je lisais déjà beaucoup, qu'il y avait une préface de Edmond Rostand, que le recueil était Sarah Bernard avait voulu monter une pièce, et puis j'avais eu en main la pièce, donc le Jean de La Fontaine ou le district volontaire que vous avez vu tout à l'heure. Donc vous avez vu tout à l'heure la dédicace de Léon Guyot-Dessay qui avait mis pour Edmond Rostand et Sarah Bernard, donc qui étaient des soutiens de Louis Gendreau et de Guyot-Dessay. Je ne comprenais pas pourquoi ce garçon ne figurait pas dans les catalogues, dans les livres, dans les encyclopédies de la littérature française. Voilà. Au même titre que, comme on le dit maintenant, de nombreuses femmes qui ont écrit, qui ont publié, ne sont pas forcément citées partout. Alors, lui, il a eu une volonté, peut-être à travers moi, de ne pas tomber dans l'oubli, et j'ai décidé, assez jeune, que je me consacrerais à le sortir de là. Alors, bien sûr, quand on a une quinzaine d'années, sortir un poète oublié, un dramaturge oublié, autant vous dire que c'est un peu de l'utopie, mais j'avais dans l'espoir un jour de faire quelque chose qui puisse suivre ses traces. Alors, dans ma tête, il y avait toujours cette petite clochette de rappel qui faisait qu'il fallait que je fasse une biographie sur Louis, mais j'ai pas la science infuse, je suis pas Edmond Rostand, donc je me suis dit que le mieux, ça serait de commencer plus petit. Et en discutant, moi qui suis férue d'histoire, je me suis aperçue de deux choses aussi. Outre le fait que Louis était oublié, mais que mon village, notre village, Saint-Martial-Viverolles, ne bénéficiait pas d'un livre, ne bénéficiait pas d'un livret sur son histoire, qui était pourtant assez grande. Donc j'ai décidé de m'atteler à cette monographie. Je devais avoir une vingtaine d'années, donc j'ai cherché à peu près partout. Et j'ai réussi à retrouver des traces gallo-romaines, à voir que le village avait une activité très grande autour de l'an 1000, que son église datait d'avant 1147, puisqu'il y a des bulles en latin et des lettres en latin où les évêques, on ne va pas dire s'engueulent, mais entre les gars, si, en gros, il y a l'évêque de Limoges est en train de râler après celui de Bordeaux, auprès de Bordeaux, en disant que celui de Périgueux devrait quand même lui refiler les dividendes de l'église. Alors visiblement, la commune de Saint-Martial, puisqu'il y avait 4 châteaux et donc 4 seigneurs, donc autant d'activités de servants, d'employés, de travailleurs, etc. Et puis il y avait des moulins et il y avait des foires, donc ça devait rapporter énormément d'argent. Pour qu'ils s'engueulent par bulle interposée en latin en 1147, je peux vous assurer que ça devait être quand même pas mal. Et je me suis dit que c'était bizarre qu'il n'y avait rien, donc j'ai fait cette monographie sur Saint-Martial-Viverolles. J'ai eu la chance que Jacques Lagrange, qui était l'éditeur de Pilote 24, qui était une très célèbre maison d'édition en Dordogne, qui éditait des livres uniquement sur l'histoire du Périgord, normalement pratiquement que des universitaires ou des historiens calibrés, voilà, et qu'il a, on va dire, c'est même pas gentiment, c'est avec une prévenance incroyable, accepter de mettre dans son catalogue une jeune femme qui n'avait rien publié auparavant, qui écrivait beaucoup mais qui n'avait rien publié, qui n'était pas
une universitaire reconnue, qui n'avait pas de chaire à l'université en histoire, qui était juste une passionnée. Et il a décidé, parce qu'il connaissait Saint-Martial, il faut dire aussi, parce qu'il avait passé quelques étés chez une tante, il a décidé de publier cette monographie sur Saint-Martial Viverolles, qui m'a mis véritablement le pied à l'étrier. Et un jour, lors d'une discussion, je lui avais parlé de Louis Gendreau, et il m'a dit, si tu mets sur pied cette biographie, je l'édite. Voilà, donc c'était resté dans un coin de ma tête, mais à l'époque j'écrivais beaucoup plus de romans que de biographies, donc je lui avais fait lire Liverpool Connection, et comme il ne publiait pas de romans, il m'avait dit, tu sais que je ne publie pas de romans, mais si un jour je publie un roman, je publierai celui-là. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de mettre autant que faire se peut dans mes romans ou dans mes ouvrages le Périgord. Alors par exemple pour Liverpool Connection, comme que vous voyez à l'écran, vous voyez la photo, c'est une photo de moi, j'essaye à chaque fois de mettre une photo de mon cru sur la couverture. C'est une photo du château et donc vous voyez l'église forteresse juste derrière. J'ai décidé, c'est un roman d'anticipation, j'ai créé un état indépendant, qui est le seul qui reste de la France morcelée et à terre, qui s'appelle l'Angoumois Périgord. Oui, bah oui, je sais. Quitte à être chauvine, voilà. Le deuxième que vous voyez à l'écran, c'est les aventures de la Smala, qui là, c'est un recueil de nouvelles humoristiques qui décrivent on va dire les soubresauts d'une famille un peu loufoque. Alors je prône par là pour des vacances en Périgord en décrivant des sites, alors plus ou moins touristiques parce que c'est entre guillemets dans le trou du cul du monde, c'est-à-dire un tout petit village qui est un peu la belle endormie, mais avec une famille loufoque, mais voilà, qui peut donner envie d'aller au Périgord, parce que quand on décrit les repas et les fêtes, je pense que ça peut donner envie, mais c'est aussi pour mettre mon petit Périgord à l'honneur. Évidemment, il y a le triptyque, qui est véritablement un devoir de mémoire sur pattes, dont le premier tome, qui s'appelle Karl et Nina, un chemin, comme vous le voyez à l'écran, se passe donc à Saint-Martial, qui était le long de la ligne de démarcation. D'ailleurs, il y a un panneau désormais entre les deux ponts qui séparent la zone libre de la zone occupée, un panneau de ligne de démarcation. Et qui se passe principalement dans le bourg, aussi avec les châteaux de Gandillac et de Jussac, qui sont des propriétés privées, je rappelle, y compris Briançon et Fontpitou, qui sont des propriétés privées, mais qui étaient des châteaux de seigneurs de l'époque, donc patronnés de Gandillac et de Badillac pour le château de Gandillac. Le château du bourg de Saint-Martial, c'était à la fois d'abord au Jussac d'Ableville, puis au Lagéard, Gérard de Cherval ou de Lusignac, il s'excitait un peu pour la succession. Mais ça me donnait la possibilité de faire un livre en mettant uniquement à Saint-Martial sur ce début du triptyque. Même si par la suite, la deuxième tome, je n'ai pas du tout mentionné le Périgord, mais dans le troisième tome, je mentionne une ou deux fois Saint-Martial, mais ça se passe principalement à Berlin. Ensuite, il y a eu évidemment la biographie sur Louis Gendreau, donc comment ne pas évoquer le Périgord pour Louis. Et on va parler du secret de Cassian, qui est, on va dire, c'est quelque chose qui m'a toujours été dans la tête, cette histoire, parce que le château, donc je parle du bourg, qui donc appartenait au début au Jussac d'Ableville, qui est une maison de Aunis-Saintonge, de Saintonge en vérité, qui avait énormément de possessions sur le nord du Périgord, donc Angoumois, Périgord, Saintonge. Et qui après donc a appartenu au Lagéard, est un château que je connais beaucoup parce que je l'ai toujours arpenté, il est en face presque de chez moi, et je connaissais les métayers qui travaillaient les terres, je connaissais les propriétaires, mes grands-parents connaissaient bien les propriétaires, etc. Et puis j'ai connu pratiquement tous les gens qui ont habité dans ce château période par période, ce qui m'a permis de voir beaucoup de choses, d'aller voir qu'il y avait des souterrains, donc maintenant qui sont bouchés parce que c'était un peu compliqué, mais qui menaient à l'église par exemple. Il y avait des chambres d'arrêt parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des prisonniers allemands qui étaient dans ce château, qui d'ailleurs travaillaient pour faire des paniers en osier. Ou qui travaillaient les terres, et donc j'ai pu prendre des photos avant que ces endroits soient murés, soient plus ou moins démontés. Le précédent propriétaire, qui était un architecte anglais, en a fait un château magnifique,
il a été racheté actuellement par une nouvelle famille qui l'entretient fort bien et qui lui a redonné d'ailleurs son nom, en fait qui a redonné le nom du premier propriétaire entre guillemets des Jussac. Donc je dois avouer que quand je suis passée devant la porte d'entrée, enfin la large portail d'entrée qui donne en fait sur une grande allée avant d'arriver dans la cour du château. Quand j'ai vu Jussac sur la boîte aux lettres, je crois que j'ai hurlé de bonheur parce que j'étais tellement contente que ça soit le cas. Alors le secret de Cassian se passe principalement entre deux châteaux. Mais je parle, bien sûr, ça se passe au Moyen-Âge, c'est un récit un peu fantasmé du Moyen-Âge, un peu, voilà, on va dire que c'est une histoire médiévale, mais qui aurait un tout petit peu de magie dedans, mais pas beaucoup. Mais ça passe donc à Saint-Martial, mais je cite les communes de Cherval parce qu'il y a des passages dans l'église de Cherval. Il se passe aussi dans le château de Lusignac, qu'on connaît parce qu'il est tout crénelé autour. Et je cite bien sûr les familles du Cru, donc celles dont je vous ai parlé, mais aussi les de Briançon, les Massacrés, etc., qui étaient des grosses familles, des gros seigneurs, et qui avaient des grosses possessions sur Saint-Martial, dont, comme je vous dis, c'était un village très dynamique, très influent, qui possédait d'ailleurs le plus grand nombre de foires dans le coin. On venait de très très loin pour assister à ces foires-là. Tous les châteaux tournaient à plein régime, et il y a eu jusqu'à pratiquement, je crois, répertorié, alors en feu, à l'époque ça se comptait en feu, sachant qu'un feu faisait 6 à 7 personnes à l'époque, il y a eu jusqu'à 3 ou 4 000 personnes entre le bourg et les châteaux aux alentours, ce qui est quand même assez considérable quand on voit le bourg, on se demande où ils étaient tous placés. Et le dernier, bien sûr, oui, évidemment, Monte vers l'idéal, que j'ai emprunté, titre que j'ai presque emprunté à la dernière phrase du poème Le Petit Poucet de Louis Gendreau. Donc en vérité c'est Monte vers l'idéal, dénicher la lumière. Moi je lui ai pris que Monte vers l'idéal parce que dénicher la lumière c'était lui, pas moi. Donc c'est un travail sur lui, c'est une autobiographie avec sa plume, comme je le dis, et ma fierté aussi, c'est d'avoir pu rééditer Théâtre et Poésie, donc son recueil Le ciel dans l'eau, pour que vous puissiez, vous, avoir la possibilité, si le roman vous convient, ou si vous lisez les poèmes et que ça vous plaît, de savoir quelle était la vie de Louis à cette époque-là. Et j'espère que cette conférence vous en a appris plus, vous a permis de vous intéresser à Louis Gendreau. Peut-être que vous avez été titillé pour aller relire les poèmes et je vous incite à le faire. Et pas seulement dans mes bouquins, on est bien d'accord. Lire ceux de Louis, c'est déjà beaucoup. Alors je tenais, avant de vous libérer vers le buffet qui a été très gentiment et gracieusement offert par la municipalité et par la médiathèque aussi, remercier certaines personnes, donc notamment remercier Katia et l'ensemble de l'équipe de la médiathèque de La Roche-Chalais, des services de la mairie, donc avec vraiment une très gentillesse, parce que franchement je vous assure que Madame la déléguée à la culture a été d'une amabilité folle de même venir m'accompagner et faire carrément le tour du village à pied cet après-midi, qui m'ont accueilli très gentiment et qui ont aussi essayé de développer le travail de Louis Gendreau. Bien sûr à monsieur Robert Gendreau, son petit-neveu, avec qui je suis en étroit lien et qui est devenu un ami, dont le destin m'a envoyé comme une dernière, on va dire une bouteille à l'eau, puisque j'avais écrit un courrier qui était tombé dans les nymphes, on va dire, même au puits sans fond d'une vieille boîte aux lettres que personne ne regardait. En désespoir de cause, j'avais rappelé la directrice des cimetières de Bordeaux, qui m'avait dit, bon, je vais renvoyer votre courrier avec l'entête de la mairie de Bordeaux, peut-être que quelqu'un verra le courrier et le l'ouvrira, ce qui a été le cas, puisqu'ils ont ouvert la boîte aux lettres, ils ont jeté tout ce qui était, sauf quand ils ont vu l'entête des cimetières de Bordeaux, ils ont ouvert et il y avait ma lettre. Et donc le même jour, Robert Gendreau a pris son téléphone et m'a appelé.
Et il m'a dit bonjour, je m'appelle Robert Gendreau, je suis le petit-neveu de Louis, donc j'ai dû m'asseoir parce que je n'imaginais plus que ça arrive. Je remercie aussi Justine qui est présente avec ses parents ce soir et les enfants de l'école du Sacré-Cœur qui étaient dans la classe de 2017 et 2018, qui ont un peu grandi depuis, pour la persistance qu'ils ont mis à faire revivre Louis pendant cette année scolaire et leur soutien si chaleureux tout le temps avec moi et Justine pour être une défenseuse de la cause de Louis Gendreau. Je remercie aussi l'association Éperon 132 qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches, notamment lors de la biographie et pour localiser l'endroit précis. Certains historiens spécialistes de la Grande Guerre avec lesquels j'ai échangé depuis fort longtemps, il faut dire, mais notamment donc Louis Ferrin que je citais tout à l'heure pour l'histoire de la bataille de Crouy. Monsieur le maire de Crouy, bien sûr, qui va nous aider avec cette plaque, et aussi monsieur Michel Faurier, qui a d'ailleurs signé la postface de la réédition des recueils, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, notamment sur Edmond Rostand, puisque c'est un spécialiste des Rostand, notamment de Jean Rostand, mais aussi d'Edmond Rostand et de la famille Rostand en entier. Il a fait de nombreuses biographies et livres sur la famille. Edmond Rostand qui était si cher à Louis Gendreau et dont la tristesse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ou entendu tout à l'heure, à la mort de ce dernier a été vraiment sincèrement touchante. Il n'a cessé d'ailleurs de le déclamer. Et bien sûr, le dernier remerciement ira à mon Louis, au mien, dont je porte le prénom en tatouage sur le bras, qui est mon vieux camarade et mon vieux comparse de cimetière. Je ne me défais pas de mon Louis Gendreau, voilà. Je le prête, mesdames, je le prête, messieurs, mais on me le rend, merci. Donc je vous remercie, messieurs, mesdames, ce soir de votre attention, de votre gentillesse, de votre bienveillance et de vos questions, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques mains qui se levaient donc pour poser des questions à la fin de la conférence que j'ai donnée avec grand plaisir ici ce soir à La Roche-Chalais. Je vous remercie beaucoup, bonne soirée et à très bientôt ici ou ailleurs.